Un article du hors-série Pensée magique numéro 1, Enfant indigo et neuroatypie, par Camille Biodynamite. Un bref historique. Le concept d'enfant indigo est inventé dans les années 80 par Nancy Ann Tappé, médium autoproclamée qui affirme voir les auras et que des êtres exceptionnels sont incarnés sur Terre. Elle développe sa théorie dans son ouvrage Understanding Your Life Through Color, publié en 1982. Elle y explique que les enfants présentant une aura indigo auront le destin grandiose de leaders spirituels. En 1996, Lee Carroll publie son ouvrage La graduation du temps, premier tome d'une série de 11 livres consacrés à Crayon, une entité supérieure avec laquelle il prétend être en contact grâce à ses pouvoirs de channeling. Inspiré des écrits de Nancy Ann Tappé, il reprend ces concepts dans son ouvrage Les enfants indigos, enfants du troisième millénaire, paru en 1999. Il y explique que certains enfants présentent des caractéristiques particulières, car ils sont des âmes extraterrestres volontairement incarnées sur notre Terre pour emmener l'humanité vers un nouvel âge de pureté. Selon lui, ils sont reconnaissables du fait de leur hypersensibilité, leur créativité, une intelligence supérieure, un contact particulier avec les animaux et la nature en général, une grande défiance face à l'autorité, une grande difficulté à tolérer les mensonges et les injustices. La liste est loin d'être exhaustive. Ces enfants auraient des comportements différents, incluant ainsi les enfants présentant des neuroatypies, TDAH, autisme, troubles 10, hyperactivité, etc. Les ouvrages de Lee Carroll rencontrent un grand succès, près d'1 million d'exemplaires vendus dans 23 langues différentes. Et les théories autour des star seeds, poussière d'étoiles, sont aujourd'hui relayées par d'innombrables gourous, comme Dolores Cannon, qui développera son propre culte directement inspiré des révélations de Créon. Nous évoquerons également le concept de starseed, trouvant son origine dans des ouvrages de Brad Steiger en 1976. Les prétentions sont plus ou moins les mêmes. On y évoque la venue d'enfants stellaires incarnés sur Terre pour nous sauver. Aujourd'hui, ces idées et concepts se mélangent dans un nouveau syncrétisme dangereux. Les parents, bien souvent désemparés face à la prise en charge de leurs enfants présentant des neuroatypies, peuvent dans un premier temps se laisser séduire par ces discours caressants et surtout très flatteurs de praticiens peu scrupuleux. Comme l'indique le site de la Mivilude, le champ des dérives sectaires relevant de la prise en charge thérapeutique de l'enfance ne se limite pas au traitement des troubles et des pathologies. Le mythe de l'enfant parfait pousse de nombreux parents à consulter des praticiens qui leur promettent d'œuvrer pour le plein développement des potentialités de leur enfant. Cette tendance est notamment à l'œuvre au sein du mouvement Crayon et des enfants dits indigos, censés préfigurer l'idéal des générations futures. Il existe en France des psychologues cliniciens qui adhèrent à la doctrine de Crayon. Forts de leur diplôme, brandis comme des arguments d'autorité, ils militent pour la promotion de ces croyances. Il est bien plus réconfortant d'écouter un psychologue en blouse blanche affirmer que nos chères têtes blondes sont des êtres doués de capacités extrasensorielles, plutôt que de s'entendre dire qu'ils présentent des troubles autistiques. À plus forte raison, les psychanalystes nous répètent que ces troubles sont causés par des ingérences de la mère. Ils emploient de subtils biais de confirmation pour convaincre les parents que leurs enfants sont des êtres extraordinaires. On trouve en premier lieu l'effet Barnum. Tout enfant peut être reconnu dans l'une ou l'autre des descriptions amenées par Carroll. Il est créatif, sensible, a un contact particulier avec les animaux, ne supporte pas l'injustice, etc. Un autre aspect très important dans la cosmogonie de Créon est mis en avant très régulièrement par ses promoteurs. C'est le principe selon lequel les starseeds sont doués d'une intuition remarquable. Les praticiens savent faire appel à des souvenirs souvent biaisés pour convaincre les parents que leurs enfants sont doués de pouvoirs paranormaux. N'est-il jamais arrivé que votre enfant vous parle d'une personne et que cette dernière vous appelle dans la journée? Selon eux,
Les starcides sont médiums et perçoivent les esprits autour d'eux. Votre enfant parle avec une personne invisible? Ce n'est pas un ami imaginaire. Il canalise une entité. Si un parent ne se laisse pas convaincre par cette doctrine, les praticiens peuvent tenir des discours culpabilisants en affirmant que rester cartésien lorsque tout porte à croire que son enfant est un starseed risque de créer chez lui des troubles encore plus importants. Toujours selon eux, s'il n'est pas compris par sa propre famille, le petit être pourrait perdre sa lumière et présenter des signes de dépression, d'enfermement, d'associabilité, car si les starseeds ne sont pas reconnus en tant que tels, ils souffrent énormément. De telles affirmations peuvent conduire à de fortes tensions au sein de familles, allant jusqu'à la séparation des parents, avec parfois les encouragements du praticien. Si l'un des deux parents vibre trop bas, il conduira son enfant à des brassages énergétiques destructeurs. Après usage de la flatterie et de la culpabilisation, il propose des solutions pour améliorer le quotidien de toute la famille. Il s'agit d'une réorganisation totale autour du petit être de lumière. Toute la famille aura pour devoir de vivre au gré des besoins particuliers de l'enfant élu. On commencera par abandonner les soins conventionnels, distribués par les dirigeants malveillants et détruisant le karma des éveillés. Un régime particulier lui sera imposé, bien souvent vegan, voire crudivore. On encouragera les visions mystiques, les expériences mystico-sensorielles, et les parents et enfants seront plongés dans un nouveau paradigme ésotérique. Sur Internet, des formations à destination des parents de Starseed pullulent. Enrobés de discours relevant du New Age et de la pseudoscience, des stages sont organisés où parents et enfants sont conviés, moyennant finance, cela va sans dire, et peuvent y subir un véritable lavage de cerveau dans une bulle de confirmation, entourés de familles dans la même détresse et subissant également, et sans le savoir, les dictats de la dérive sectaire créole. La pression du groupe, les discours alarmistes, la culpabilisation, la flatterie, les promesses de solutions toutes faites, l'argument d'autorité des formateurs sont autant de leviers entraînant les familles dans un système de croyances sectaires. Les conséquences sont dramatiques. Retard de diagnostic, abandon de soins, comportements asociaux, croyances irrationnelles inculquées aux enfants et un dogmatisme conduisant à un endoctrinement total de familles entières. Aujourd'hui, en France, la prise en charge des enfants neuroatypiques est encore loin d'être optimale. Beaucoup d'entre eux sont en errance médicale. Les praticiens d'obéissance psychanalytique continuent de culpabiliser les parents sans proposer de réponse tangible à leurs problématiques. Dans un contexte où les questions de santé mentale sont prises d'assaut par des promoteurs de pseudosciences, où la psychanalyse est encore enseignée à l'université et où une majorité des zones rurales sont des déserts médicaux, bon nombre de parents sont désemparés. Dans un tel contexte, la capacité de nuisance des gourous de la dérive sectaire créole se voit décuplée et la détresse des familles toujours plus exploitée. Toutes les sources de cet article sont en description du podcast. Merci pour votre écoute et à bientôt pour une prochaine lecture d'un article de Pensée magique pour plus d'esprit critique et moins de pensée magique.